Bonjour à tous, je me présente, je suis Franck Touré, enseignant de droit civil au sein de la prépa ISP. Nous allons dans le cadre de cette vidéo appréhender le sujet qui a été proposé aux candidats du deuxième et troisième concours, donc le concours interne de la magistrature, lors de la session 2023. Il s'agissait d'un cas pratique qui, à mon sens, était quand même assez difficile, mais particulièrement bien adapté aux candidats du deuxième et troisième concours, justement. Alors, on va procéder d'abord par des remarques générales, puis nous envisagerons ce qu'il convenait de ne pas faire, ce qu'il convenait ensuite de faire, puis nous terminerons par des éléments de correction, sachant que la correction détaillée est réservée à nos étudiants dans le cadre du séminaire de méthodologie pour la prépa 2024. Alors, quelques remarques générales sur ce cas pratique. Bon, premier élément, le concepteur du sujet est le même que celui du premier concours. On reconnaît les tournures de phrases, le type de cas pratique. On est pareil sur un cas pratique avec trois cas distincts. Un premier cas d'abord sur 7 points, un second cas ensuite sur 6 points, et enfin un troisième cas sur 7 points. Avec la petite particularité encore, c'est qu'on retrouve le même barème, et on a aussi des problèmes visiblement de toiture dans ce deuxième cas pratique encore, comme pour le cas pratique du premier concours. Néanmoins, même s'il s'en rapproche, on va dire, dans la forme, dans l'esprit, il en diffère énormément à mon sens au regard de la difficulté technique de ce cas pratique. En effet, pour le premier concours, donc c'est nouveau, hein, c'est la première fois qu'il y avait un cas pratique pour le premier concours, on se situait vraiment dans l'esprit d'un cas pratique assez universitaire. Assez universitaire parce que les réponses étaient quand même relativement bornées. Il suffisait en réalité de se fonder sur une jurisprudence, et généralement c'était des jurisprudences bien établies. En revanche, pour les candidats du deuxième et troisième concours, c'était, je trouve, un peu plus le flou, non pas d'un point de vue juridique, car les cadres juridiques étaient clairement donnés, mais c'était beaucoup plus flou, je trouve, sur les solutions à donner. En effet, et c'est souvent d'ailleurs, je trouve, adapté aux candidats du deuxième et troisième concours. Ça fait quelque temps que vous avez quitté vos études de droit. C'est un petit peu moins frais pour les étudiants du premier concours. Donc c'est tout à fait normal qu'on n'essaye pas de vous interroger en tant que tel sur une connaissance, on va dire, encyclopédique des règles de droit, mais plus sur votre faculté d'interpréter les faits pour donner une solution. Et on retrouve cette philosophie justement dans le cas pratique également de ces dernières années, même si je trouve que cette année, pour le concours 2023, cette caractéristique-là est particulièrement marquée. En effet, et c'est ma dernière remarque générale, c'est une discussion factuelle. En effet, les solutions d'un point de vue juridique, enfin l'application des régimes juridiques ne posait pas tant de difficultés, si ce n'est, j'émettrais quand même une réserve pour le deuxième cas pratique où on pouvait discuter la qualification. Mais pour les autres cas, c'était un petit peu plus difficile à mon sens de discuter les qualifications et il fallait surtout chercher finalement une bonne solution justifiée au regard de la situation factuelle. Et l'exemple type, je trouve, c'est justement le troisième cas pratique. On avait une multitude ici de possibilités juridiques. On pense par exemple aux mesures de crise qui peuvent intervenir dans le cadre du mariage, d'un régime primaire, mais on peut penser également ici aux différents régimes de protection, que ce soit des régimes qui relèvent de l'assistance ou des régimes de représentation. Et il fallait trouver concrètement ce qui était le plus adapté à la situation qui nous était exposée. Et je trouve que justement, pour vous, candidats du deuxième et troisième concours, c'est particulièrement intéressant justement de ne pas finalement axer le cas pratique sur les pures connaissances théoriques, mais justement de vous permettre de pouvoir avoir une véritable discussion factuelle en la matière. Quelles conséquences cela a? Donc ça nous amène à envisager ce qu'il ne fallait pas faire et ensuite ce qu'il fallait faire. Ce qu'il ne fallait pas faire, bien évidemment, si on a ce paramètre en tête, c'est justement de ne pas passer à côté des faits du cas pratique. En effet, pour vous, candidats du deuxième et troisième concours, partez de ce principe-là, mais ça vaut aussi pour les premiers concours. Tous les éléments factuels du cas pratique ont leur importance et ont vocation ici
à trouver application en la matière. Ensuite, deuxième critère, mais c'en est finalement, deuxième élément, pardon, mais c'en est la conséquence, c'est de ne pas lire attentivement l'énoncé. En effet, il est impératif de lire d'un point de vue juridique pour déterminer le cadre juridique d'ensemble de notre cas pratique, mais aussi pour les deuxième et troisième concours, et on constate cette année, ce qui est particulièrement important, c'est la lecture d'un point de vue factuel du cas pratique. C'est-à-dire ici de retracer finalement les thèses du demandeur, du défendeur, et surtout de les comparer à la règle de droit. Qu'est-ce qu'il convenait donc de faire? Premièrement, de lire juridiquement et factuellement l'énoncé du cas pratique. Juridiquement, c'était relativement facile ici pour vous dans la mesure où vous aviez quasiment tous les éléments de fait qui étaient donnés. En revanche, de lire d'un point de vue factuel, c'était beaucoup plus difficile. Ici, ce qu'il convenait de faire, à mon sens, c'était de relever précisément tous les éléments qui vont dans le sens de notre discussion. Et pour cela, justement, il faut s'entraîner à exploiter, à discuter et même à dépasser les faits. De faire dire au cas pratique ce qu'il ne dit pas, sans pour autant inventer des faits ou extrapoler des faits. Et enfin, dernier élément, ce qu'il convenait faire, comme toujours, c'est de répondre aux attentes du jury, qui, je vous le rappelle, c'est ce qui ressort du rapport des membres de jury de l'année dernière, ils considèrent que ce type de cas pratiques sont des cas pratiques qui relèvent de la situation concrète, des situations communes qui interviennent tous les jours dans les tribunaux. Enfin, et toujours pour répondre aux attentes des membres de jury, allez toujours dans le sens des cas pratiques, même si parfois il y a des éléments qui peuvent prêter à discussion et que les cas pratiques ne sont pas toujours extrêmement bien rédigés. Il y a des petits éléments de langage qui ne sont pas appropriés dans un tel énoncé. Envisageons maintenant de manière assez rapide les éléments de correction. Il ne s'agit pas, je vous le répète, d'exposer une correction détaillée qui est réservée à nos étudiants, mais de vous donner ici des pistes de réflexion à partir de l'énoncé. Alors, premier cas pratique qui est sur 7 points, c'est à peu près pareil, les 3 cas pratiques. On avait ici monsieur et madame A, on voit bien que c'est le même correcteur, on a vu monsieur et madame A aussi précédemment, qui sont propriétaires ici de 2 appartements, propriétaire de 2 appartements qui est situé dans le centre-ville de Tours. Très bien. Ils ont ici 2 enfants, Anne d'un côté, Marie, bonne situation professionnelle, et Anne, en revanche, qui a une situation un petit peu plus difficile. Aussi, le bien, l'appartement, a été mis à disposition de l'une de leurs 2 filles. Ici, on n'a pas plus de qualification juridique, mise à disposition. Si on doit le qualifier juridiquement, visiblement, c'est un prêt, ce n'est pas un bail. Visiblement, il n'y a pas de contrepartie financière, donc c'est un bail. Au décès de leurs parents, Anne et Marie ont conservé en indivision entre elles l'appartement occupé par Anne. Bon, on a l'appartement, visiblement l'autre appartement, on ne sait pas trop le régime juridique, mais au décès, on peut supposer que c'est une indivision légale, mais c'est là où je trouve que les faits sont pas hyper clairs. Visiblement, c'est une indivision ici qui ne serait limitée que à cet appartement qui occupe Marie, à défaut de précision. Mais elle ne réserve rien, elle ne reverse rien à l'indivision et doit acquitter, Marie, seule l'ensemble des dépenses, charges, impôts, etc. sont toutes les charges liées à l'indivision. Il a fallu aussi changer la chaudière et c'est Marie qui s'est acquittée de la chaudière. Ensuite, on nous précise que sa sœur a trouvé un emploi, mais néanmoins, elle est poursuivie par divers établissements bancaires pour des prêts à la consommation. Elle vous interroge sur ce qu'elle pourrait éventuellement exiger d'Anne. Donc là, on a une première partie. Ce qui est exigé, visiblement, c'est le remboursement à minima de la moitié des dépenses, de la chaudière, des charges de copropriété, de l'impôt, etc., des impôts, etc. Puis on nous précise, dans la mesure où elle ne parviendrait pas à s'entendre avec sa sœur, bon, là on nous dit clairement qu'il n'y aura pas de solution, elle vous demande si elle pourrait faire vendre cet appartement et obtenir de prélever sur le prix ou le remboursement de ses avances une indemnité pour les soins qu'elle prétend avoir consacrés à l'individu. Bon, ici déjà, le cadre juridique est relativement bien défini, on n'a pas de difficulté, c'est le régime juridique de l'indivision. Ici, on n'a pas une superposition de régime juridique, c'est relativement simple, c'est de l'indivision. Bon, ici, il s'agissait d'appliquer les textes, il n'y avait pas vraiment de difficulté. Premièrement, d'envisager article 815-2 du Code civil en ce qui concerne
Les charges de l'indivision, bon, visiblement, hein, on n'a pas la répartition indivis, mais on peut supposer ici que c'est une répartition à 50-50. En ce qui concerne les charges, par principe, c'est chacun doit assumer les charges. Néanmoins, ici, vous voyez l'élément de discussion, hein, on nous précise qu'elle n'a pas d'emploi. Est-ce que ça va un élément à prendre en compte? Ensuite, on pouvait envisager aussi la question de l'indemnité d'occupation de la part de Anne. En effet, on nous précise très clairement que l'article 815-9 du Code civil précise que lorsqu'un indivisaire use et jouit du bien, il est redevable d'une indemnité d'occupation à l'indivision. Et attention ici, elle n'est pas redevable d'une indemnité à l'égard de Marie, mais bien dans le cadre de l'indivision. Et là, on pourrait éventuellement s'interroger sur l'incidence. Est-ce qu'elle doit verser une indemnité d'occupation, sachant qu'elle dispose d'un accord, un contrat concrètement, certes conclu antérieurement à l'indivision, mais il y avait un prêt. Et ici, on aurait une concurrence finalement entre les différents droits. D'un côté, elle serait indivisaire et emprunteur, et de l'autre, enfin d'un côté indivisaire et de l'autre emprunteur. Et ici, on pourrait faire le parallèle avec un arrêt notamment qui a été rendu par la Cour de cassation le 18 mars 2020, la première chambre civile, où elle avait justement considéré qu'un indivisaire qui occupe le bien, alors attention, ici c'était en qualité de locataire, ne porte pas atteinte aux droits égaux et concurrents des co-indivisaires, dès lors il n'était pas tenu de verser une indemnité d'occupation. Alors on pourrait faire un parallèle ici entre le prêt et le bail, néanmoins très certainement ce qui justifie la solution de 2020, c'est justement que la personne payait un loyer, même si en l'occurrence le loyer était dérisoire. Enfin, dernier élément à soulever, c'était la question de la vente de l'appartement. Bon, vous le savez, hein, la vente de l'appartement, la vente, c'est un acte de disposition, hein, par excellence, qui suppose la transmission des droits. Aussi, la vente suppose l'accord préalable de tous les indivisaires. Ici, il convient d'appliquer le principe de l'unanimité. Bon, on n'a pas ici l'accord de principe, on pourrait dire, de la part d'Anne. On sait que Marie souhaite vendre, on n'a pas l'accord de l'autre, on ne sait pas trop. Néanmoins, ici, on pourrait tout à fait envisager un droit au partage. En effet, hein, on sait que l'indivision est temporaire, qu'elle pourrait solliciter le partage, donc la vente, et en conséquence, on pourrait envisager, répondre à la question qui nous est posée, elle pourrait ici, au moment du règlement des comptes, obtenir très clairement les sommes qui ont été déjà versées, obtenir le remboursement et récupérer une partie de l'indivision. Et Anne récupérerait également une partie de l'indivision. Deuxième aspect qui devait nous interroger, c'est la question des travaux de Nicolas. Alors, sur les travaux de Nicolas, on a véritablement une véritable difficulté, à mon sens, déjà de qualification. Et c'est ce qui était, à mon avis, attendu de la part des candidats, c'était vraiment de discuter les qualifications, comme peut le faire un magistrat. Ici, on n'est pas certain, on va essayer de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits, article 12 du Code de procédure civile. Donc on nous précise ici que Marie a épousé Nicolas, donc c'est une des filles de monsieur et madame A, et est née une fille Sandra. Donc, ils ont fait, alors là, excusez-moi la phrase, j'ai du mal à la comprendre, hein, ils ont fait construire leur maison d'habitation aux époussés, âgés de 90 ans, auxquels ils ont pris l'habitude de rendre divers services. Il manque visiblement un mot, mais on nous précise ici que Monsieur C a des difficultés, notamment des problèmes d'étanchéité, revêtement étanche, et donc Nicolas se propose de l'aider, justement, et de l'aider à titre bénévole, afin de réaliser lui-même les travaux. Arrive ce qui devait arriver, évidemment, dans le cadre du cas pratique. On nous précise qu'il a, en utilisant le fer à souder, il a déclenché un incendie d'une partie de la toiture, causant des dégâts importants. Par la suite, on nous mentionne que l'assureur des époussés est intervenu et a exercé une action récursoire ici contre donc Nicolas, visiblement l'auteur du dommage. Et donc là, la question qui nous est posée, il craint de ne pas être assuré pour son intervention malheureuse, et il vous interroge sur le point de savoir qu'il peut échapper, donc je pense que c'est s'il peut échapper à une condamnation, on vous précise que les faits n'ont pris aucune précaution particulière, il vous précise que les époussés n'ont pris aucune précaution particulière pour sécuriser le chantier.
dans lequel il est intervenu à titre bénévole. Alors, ici, je vous disais, il y a véritablement une difficulté déjà de rédaction et une difficulté également de qualification. Avec le dernier mot de cette question, on pense immédiatement à la convention d'assistance bénévole, création jurisprudentielle. Mais ce qu'il faut bien comprendre en matière de convention d'assistance bénévole, c'est que la qualification de convention d'assistance bénévole poursuit surtout une finalité, c'est-à-dire d'indemniser la victime. Or, en l'espèce, est-ce que l'on peut vraiment qualifier ici de convention d'assistance bénévole? Alors, oui, je vais être très clair, c'est le sens du cas pratique qui veulent clairement que vous alliez sur le terrain de la convention d'assistance bénévole. Néanmoins, pour pouvoir retenir la qualification d'assistance bénévole et donc derrière d'appliquer le régime du droit des contrats, ce qui est spécifique à cette convention d'assistance bénévole, c'est qu'elle va résider dans la caractérisation d'une acceptation, le plus souvent de manière silencieuse par l'assisté. Or, en l'espèce, on pourrait tout à fait déjà discuter ce point. En effet, il y a une acceptation ici, visiblement, une offre, une acceptation. On a une offre d'un côté de réaliser des travaux, de l'autre une acceptation de la part de Monsieur C. Il était visiblement parfaitement conscient, donc de retenir la qualification de convention d'assistance bénévole, ça peut sembler assez discutable. Néanmoins, et je vous l'ai dit, il faut insister sur la finalité de cette convention d'assistance bénévole, c'est celle de réparer le dommage avant tout. Or, ici, et on voit que c'est une cote un petit peu difficile à faire, enfin une cote, un habit difficile à habiller en l'occurrence, qui est assez compliqué à mettre en œuvre, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire rentrer cette situation dans une catégorie juridique clairement déterminée? En effet, si on s'attache encore à la question de la qualification, on peut penser également au contrat. Ok, il y a une offre, une acceptation, pas de difficulté, et a priori, on pense même à un contrat, alors je vais le faire de manière non juridique, de prestation de service, c'est-à-dire un contrat d'entreprise. Or, l'élément clé d'un contrat d'entreprise, c'est une rémunération. Or, en l'espèce, on nous précise que c'est à titre bénévole. Vous voyez, ce contrat-là, ça est également ne s'applique pas. Autre qualification juridique encore, c'est d'envisager la gestion d'affaires, qui suppose qu'une personne, le gérant d'affaires, ait accompli un acte pour le compte d'un tiers en dehors de tout mandat donné par celui-ci. Bon, on pourrait aller avec une interprétation assez extensive, considérer ici qu'il a géré l'affaire de quelqu'un d'autre, mais on voit quand même une fois de plus que c'est extrêmement difficile. Ou alors on peut retenir enfin, dernière qualification, c'est un contrat sui generis, très classique, voilà, on a un accord, une acceptation, et le fait qu'il soit à titre gratuit ne change rien, on revient sur les règles du droit commun. Néanmoins, quelle que soit en fait la qualification que vous allez retenir en l'espèce, il faut, à mon sens, c'est discuter la situation factuelle. Quelles questions on vous pose? Et il faut revenir ici aux éléments de base. On vous demande ici, on vous précise que les épousés n'ont pris aucune précaution particulière pour sécuriser le chantier. Autrement dit, on vous dit quoi? C'est que les épousés ont commis une faute. Quelle est la faute ici? C'est une absence de sécurisation du chantier. Très bien, en effet. On peut tout d'abord, et vous voyez qu'on va aller un petit peu au-delà. Nicolas, on ne sait pas plus que ça, mais n'était pas un professionnel. Aussi, face à cette activité, à cette personne qui n'est pas un professionnel, qui est un profane, il convenait donc de prendre des mesures de sécurité encore plus importantes. D'autant plus si la personne va sur le toit, doit s'attacher, etc. Néanmoins, de l'autre côté, on peut aussi considérer que les épousés que Monsieur C, est âgé, on vous le donne, est âgé de 90 ans. Donc ici, il est âgé de 90 ans. Il y a aussi une certaine forme d'habitude. En effet, on nous le mentionne, il a pris l'habitude de rendre différents services. De plus, il ne disposait pas des moyens, visiblement, puisqu'on lui dit qu'il a une petite retraite. Il ne pouvait donc pas, ici, recourir au service d'un professionnel. Bref, vous voyez, il n'y a pas forcément de solution à ce cas pratique. Il fallait simplement discuter les faits, exploiter les faits et les discuter. Dernier cas pratique qui se situe exactement, à mon sens, dans la même veine,
Cette fois, c'est la fille de Marie, donc Sandra, on avait déjà eu des éléments précédemment. Elle vous consulte sur les difficultés qu'elle rencontre. Donc elle a épousé. Quand on a un mariage, on envisage tout de suite la qualification du contrat. Est-ce que c'est un mariage, séparation de biens, régime légal? À défaut de précision, on retient le régime légal. Donc elle a épousé il y a 2 ans Benoît, un jeune chef d'entreprise passionné d'équitation. À la suite de cela, Benoît a un accident d'équitation. Et là, on nous précise un élément qui est essentiel. Il est lourdement handicapé, physiquement, visiblement pas mentalement, mais on vous précise après qu'il a des difficultés pour se situer dans le temps et l'espace. Et là, c'est à partir de ces éléments-là, l'aspect physique et mental, que l'on va discuter la mesure la plus pertinente à mettre en œuvre. Bon, ensuite, on a la difficulté, c'est qu'elle souhaite, ici, ils ont à acheter ensemble une maison et ils souscrivent un contrat d'assurance vie. On nous précise par la suite que l'entreprise de Benoît a fait l'objet d'une liquidation judiciaire. Alors, 2 aspects ici, à chaque fois bien penser à envisager la vente et la question de l'assurance vie. Bon, on nous a précisé le régime juridique. Ils sont mariés, pas de contrat de mariage visiblement, donc on applique le régime légal. Mais en tout état de cause, on aurait quand même appliqué les mêmes règles, puisqu'ici, il convient d'appliquer quoi? D'abord le régime primaire. C'est ce que l'on appelle les mesures de crise dans le cadre du mariage, pour justement permettre de faire fonctionner cette institution du mariage. Les mesures de crise, c'est relativement simple, elles sont envisagées aux articles 217 et suivants du Code civil. Première mesure de crise, l'autorisation judiciaire. Article 217 du Code civil. On peut déjà envisager ici la question du logement familial. Donc on envisage la question du logement familial et on envisage également la question de l'assurance vie. Ensuite, on peut envisager la question du mandat. En effet, le mandat, un époux peut tout à fait donner mandat à l'autre de le représenter dans l'exercice des pouvoirs que le régime matrimonial va lui attribuer. Autre, on vérifie à chaque fois si on peut l'appliquer ici. Autre possibilité, c'est d'envisager la représentation judiciaire. En effet, si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté, l'autre peut se faire habiliter par justice à le représenter d'une manière générale ou pour certains actes particuliers. Et là, pareil, on l'applique ici à la question de la maison et à la question également de l'assurance vie. Avec la particularité, la maison, c'est qu'elle fait l'objet d'un régime juridique spécifique, à savoir celui du logement familial. On pouvait aller encore un petit peu plus loin dans le cadre en envisageant aussi les mesures de sauvegarde. Néanmoins, ça c'était le premier aspect, c'était d'insister vraiment sur toutes les mesures de crise dans le cadre du régime matrimonial. À cela, on pouvait aller encore un peu plus loin, à un stade supérieur, et envisager cette fois clairement les différents régimes de protection. L'idée ici, à mon sens, c'est d'envisager les régimes de protection de manière générale et de vérifier lequel semble le plus applicable à la situation. En gros, c'est un peu d'appliquer le rôle d'un JCB. Ici, on peut commencer d'abord par l'habilitation familiale. On envisage également la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle. L'objectif n'est pas d'exposer, de réciter son cours sur ces différents régimes de protection, mais de montrer lequel serait le plus pertinent à appliquer en l'espèce au regard des principes en la matière, c'est-à-dire au regard du principe de nécessité, du principe de subsidiarité et du principe de proportionnalité. Au regard justement des situations factuelles, on nous a précisé justement qu'il est handicapé physiquement, ça peut jouer, et aussi, et c'est là où on a une véritable incertitude, c'est qu'il a des difficultés à se situer dans le temps et dans l'espace. Et ici, toute la question va être de savoir est-ce que l'on va plutôt aller vers un régime d'assistance ou plutôt vers un régime de représentation. Sachant qu'avoir des difficultés dans le temps et l'espace, ça peut tout et rien dire à la fois. On n'a pas suffisamment concrètement d'éléments factuels ici et on doit bien évidemment envisager la question du logement familial et la question également de l'assurance vie. J'en ai terminé donc avec les éléments de correction de ce cas pratique. Comme vous le constatez, il était particulièrement difficile. Néanmoins, comme pour le premier concours, la réussite mêle 2 éléments. D'une part, d'avoir des connaissances en la matière, en droit civil, et surtout d'avoir une méthode de lecture du cas pratique, lecture juridique, lecture factuelle, et surtout pour vous, candidats au 2e et 3e concours,
de réussir à discuter, à exploiter et à dépasser les faits du cas pratique. Je vous souhaite à tous bon courage dans le cadre de votre préparation. Au revoir.